Marie, on s'est vu il y a un peu moins d'1 an. Oui. La situation a bougé sur Sainte-Marguerite? Elle a bougé en positif sur certains points. C'est-à-dire qu'on a un nouveau DG depuis juillet 2021 qui a suspendu l'arrêt de la vente du carré historique que vous voyez là par la métropole. Donc c'est une suspension. Attention, c'est pas un arrêt définitif. Donc nous, en tant qu'organisation syndicale, on continue à se battre pour un hôpital public fonctionnel dans les quartiers sud, avec toutes les revendications dont je vous avais parlé déjà il y a 1 an, c'est-à-dire le retour des urgences, le retour de la réanimation, le retour de services phares et justement l'arrêt définitif de ce carré historique qui permettrait justement un hôpital public fonctionnel dans les quartiers sud, notamment je pense avec un EHPAD aussi public comme je vous avais déjà parlé. Et du coup, il y a des choses aussi au-delà de ça qui ont évolué, c'est-à-dire que la pharmacie qui devait fermer en 2022 ne ferme plus. C'est quand même une pharmacie essentielle et primordiale à la PHM vu qu'elle gère les préparations des médicaments de l'ensemble des sites. Donc elle reste sur Sainte-Marguerite, on en est très content. Et il y a aussi un retour d'activité, c'est-à-dire la médecine de rééducation et du sport qui est venue s'implanter à Sainte-Marguerite. Il y a aussi la pédopsychiatrie sur les hôpitaux Salvatore qui va être renforcée par une équipe mobile intersectorielle. Donc ce retour d'activité redonne un souffle à l'hôpital. On s'en félicite parce qu'elles ont été gagnées par rapport aux luttes que la CGT a menées avec le comité de soutien aussi. Mais encore une fois, la lutte continue et ces petites miettes, on va essayer de s'en servir justement pour redonner un souffle et reprendre un vrai hôpital public fonctionnel avec toutes les revendications qu'on portait déjà depuis des années. Alors le plan santé 2022, c'est un plan qui permet les GHT, groupements hospitaliers territoriaux, qui permet en gros la mutualisation de la santé, qui va favoriser justement encore plus que ce qu'on subit déjà, les suppressions de postes, les suppressions de lits, favoriser le manque d'effectifs. Donc ce plan-là, il est porté par un gouvernement libéral et aussi par ses prédécesseurs qui étaient aussi des gouvernements ultralibéraux et qui ne tient pas en compte de la santé publique et qui, au lieu de favoriser la santé publique dans chaque hôpital, préfère mutualiser plutôt tout ça pour justement permettre encore plus la casse du service public. Avec cerise sur le gâteau, la nouvelle loi de transformation de la fonction publique. C'est ça. Alors la loi de la transformation de la fonction publique, elle met fin au CHSCT. Donc les CHSCT, c'est des instances qui permettent de défendre les conditions des travailleurs, c'est-à-dire en termes de sécurité, d'hygiène, etc. Donc elle met fin à tout ça. Nous, quand on alerte la direction, on nous dit que c'est juste un changement de nom. Ça va être les SCE maintenant, mais non, en fait, ça va être bien plus transformé que ça. C'est aussi la fin du statut du fonctionnaire. Donc, toutes ces mesures, tous ces plans, toutes ces mesures, en fait, encore une fois, c'est pour casser d'autant plus l'hôpital public, alors qu'il va déjà très mal, que depuis 2 ans maintenant, on connaît les plans blancs à répétition, nos collègues ne peuvent pas prendre leur congé, les services se ferment, on a 15% de fermeture de lits en termes national, donc c'est-à-dire 5707 lits. Le manque de personnel, des services se ferment entièrement par manque de personnel médical et paramédical. D'autant plus avec cette vaccination obligatoire qui a fait 7500 suspensions. Donc l'hôpital public va mal et on met un pansement sur une jambe de bois en fait. C'est ça la solution de ce gouvernement. Il y a un vrai manque d'attractivité, je pense notamment au salaire. Le Ségur, il a permis 189 € d'augmentation. Nous, ce qu'on porte, c'est 300 € d'augmentation. Car quand on commence en tant qu'infirmière, je parle en tant qu'infirmière parce que je le suis, on commence à 1600 € à la PHM dans tous les hôpitaux publics. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire de 300 € et qui sera au prorata, qui augmenteront dans les années et dans les échelons à venir, qui permettrait aux jeunes arrivants de travailler et de vivre aussi dignement dans leur vie de tous les jours. Pour l'instant, on ne voit pas de différence notable. Sur le terrain, on s'aperçoit que les agents sont toujours en très grande souffrance. Et ça va même en s'amplifiant parce qu'avec l'activation du plan blanc, on vient de leur interdire de poser des congés et des RTT jusqu'au 10 janvier. Donc la charge de travail continue à s'accroître et les capacités hospitalières, elles n'ont pas été augmentées. On s'aperçoit que notamment les réas sur la région PACA, là c'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres gouvernementaux dans leur application Tous Anti-Covid. En ce qui concerne la Provence, on est à 76% de taux d'occupation. Donc ça veut dire qu'on est déjà bien sous tension
et qu'on s'aperçoit que c'est provoqué parce qu'on a un manque de place pour soigner en amont et éviter que les gens aillent en réa. Et en fait, votre projet, vous portez de réintégrer la réa, les soins intensifs et un certain nombre de services, c'est justement pour faciliter aussi l'accès aux soins, quoi. Ah, tout à fait, c'est pour un accès aux soins, puis justement éviter d'avoir affaire à des déprogrammations, comme le gouvernement, lui, sa gestion allait en lien avec la tension hospitalière. Donc on s'aperçoit que si ça continue de monter au niveau des tensions réa par rapport au Covid, on risque d'aller vers des déprogrammations. C'est-à-dire que c'est scandaleux parce qu'il y a des gens qui risquent d'avoir des pertes de chance par rapport à des pathologies, des opérations qui peuvent se retrouver différées. Alors que si on avait suffisamment de place pour prendre en compte tous ces aspects-là, on ne serait pas amené à faire des déprogrammations et on pourrait traiter en amont pour éviter justement des passages horaires. Donc c'est la preuve que notre projet il est plus que d'actualité. Donner les moyens en termes d'infrastructure et embaucher et ne pas faire de fausses promesses comme le gouvernement l'a fait. Il a annoncé des recrutements massifs et l'arrêt et les suspensions de toute la casse hospitalière, sauf que dans le même temps, en 2020 et 2021, il a continué de fermer des lits, contrairement à ce qu'il annonce. Donc faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles et dire la vérité aux Français, quoi. Et dire la vérité aux Marseillais en disant maintenant, un Marseillais dans le sud, il faut un vrai hôpital. Tout à fait, il faut de véritables structures hospitalières publiques. Donc c'est pour ça que c'est plus que d'actualité d'avoir un projet de santé publique et que la recherche soit vraiment aussi publique, justement pour ne pas avoir à dépendre de toute l'industrie pharmaceutique, des labos tels qu'on le vit à l'heure actuelle. Donc le secteur fermé a été réactualisé suite au passage de la contrôleuse des libertés, des lieux de privation de liberté. Donc il y a 2 ans, qui a constaté un certain nombre de choses qui l'a dérangé en termes d'accueil des patients, de dignité, de fonctionnement général administratif et médical. Donc sur ce secteur, dont le fonctionnement a été adapté, donc avec une ouverture des chambres la nuit, un accès permanent aux collations, aux biens personnels. Donc on a revu notre pratique, puisque j'étais en secteur ouvert et maintenant je travaille dans ce secteur-là, de manière à ce que la prise en charge soit la plus adaptée au cas par cas, donc à chaque fois avec une nécessité, sur des critères nécessaires mais suffisants à recadrer un peu les choses, à amener le patient vers une stabilisation dans de bonnes conditions, quoi. Et donc la réponse de la direction avait été à l'époque que ce secteur devait fermer plutôt que d'être adapté. Donc sa fermeture, elle va générer une systématisation des chambres d'isolement dans les secteurs ouverts. Et donc ce qu'on voit actuellement, c'est des arrêts de travail, des agressions, des personnels blessés, donc une désorganisation quasi permanente des effectifs, alors que c'était une demande aussi de la contrôleuse des libertés, qui est une stabilité. Donc ça aussi, la réponse de la direction, ça a été le départ de tous les aides-soignants du pôle, donc des gens qui avaient 20-25 ans d'expérience. Ça, malheureusement, on n'arrive pas à influer là-dessus, puisqu'on nous répond que le travail sera mieux fait par des infirmiers, ce qui n'a aucun sens, que ce travail qui est fait par les aides-soignants restera ce qu'il est. Il sera fait par un infirmier, mais ça restera le même travail. Donc un infirmier fera le travail qui était celui de l'aide-soignant jusqu'à maintenant, de la même manière. Mais c'est des gens qui avaient 20-25 ans d'expérience, une proximité avec les patients, une expertise du contact, du soin relationnel, de l'interprétation des signes de décompensation, du risque. Et donc tous ces gens-là ont été poussés vers la sortie d'une manière qu'on pourrait détailler, mais ça serait long d'expliquer à quel point ça a été inhumain, malgré tout ce qu'on peut lire dans les rapports très policés qui sont remis par la direction, donc vers du somatique et complètement en dehors de leur volonté propre, quoi, par défaut, quoi. Donc des gens à qui on a agité le spectre d'un départ forcé, et donc à qui on a demandé très gentiment de se dépêcher de choisir et de trouver un autre poste pour pouvoir embaucher. On ne sait pas, puisque par contre on sait très bien qu'il y a des problèmes de recrutement importants dans tout le secteur de la santé, en particulier dans le secteur public et en psychiatrie en l'occurrence, que c'est quand même une spécialité qui est... Pour en arriver où en fin de compte pour eux? Pour en arriver à des fermetures de lits
Donc, parce que là, on fonctionne avec... on avait déjà une unité fermée, faute de personnel médical. Là, on se retrouve avec, du coup, 3 unités, en gros, par rapport à l'état des lieux d'il y a 4-5 ans. 3 unités fermées, donc une 60aine de lits. Je crois que c'est 55 exactement. Sachant qu'il y a 2 unités qui sont en travaux pour la mise en place des chambres d'isolement, mais que ces chambres d'isolement vont prendre des lits, puisque chaque chambre d'isolement doit avoir une chambre classique en regard pour que le patient puisse faire un aller-retour quand son état s'améliore ou se dégrade. Donc moins de lits au final. Un quota de personnel qui est inchangé, si ce n'est que on sera 4 par vacation, alors qu'on était censément 3, mais que ce 4, c'est un idéal, et que ça aurait été quelque chose de bien sans les chambres d'isolement, parce qu'avec les chambres d'isolement, ça ne suffit plus, quoi. Et que de toute façon, ces 4, ils sont vite 3. Les chambres d'isolement, c'est quand même... Tout ça va quand même vers une dégradation de la prise en charge de gens qui sont fragiles, qui sont régulièrement aussi précaires et donc qui ont des besoins de santé mentale, mais aussi d'aide sociale, de stabilisation de leur fonctionnement à l'extérieur de l'hôpital et de leur place dans le tissu social, quoi. Donc cette dégradation, elle est globale parce qu'une chambre d'isolement, c'est donc 2 patients, puisqu'elles sont quasiment tout le temps pleines. Les chambres d'isolement sont pleines, le secteur fermé est plein, donc on voit bien qu'il y a une surcharge de demande, enfin que la demande est bien supérieure à l'offre, et que ça va être de plus en plus ça. Donc cette surcharge de travail, c'est des chambres d'isolement où on doit régulièrement aller à 3 sur 4, ce qui veut dire que ça ne laisse qu'une personne en service. Et les problèmes, des fois, ils sont dans ce contexte-là, avec la personne qui reste seule en service pour les 16 ou 17 autres patients qui vont mieux, mais pas si bien, qui sont potentiellement aussi susceptibles de dérapage, ou même des gens qui viennent de l'extérieur, comme ça arrivait récemment. J'ai 4 collègues qui sont en arrêt de travail suite à une agression d'un ancien patient qui était mécontent de l'exercice médical qui avait amené à sa sortie, qui était mérité à mon sens. C'est une autre question. Et qui est revenu pour agresser le médecin, qui au final a agressé mes collègues parce qu'il est revenu un petit peu en boucle. Et donc il y a une sécurité globale. Nous, on demande à ce qu'il y ait, avec la CGT, à ce qu'il y ait une étude des raisons de l'absentéisme. On avait demandé une évaluation des risques psychotechniques suite à ce changement massif d'organisation, qui est quelque chose de tout à fait compréhensible, qui se fait dans le privé aussi. Donc là, on n'est même pas sur des questions de choses vraiment très spécifiques au public. C'est quelque chose qui est courant et qui est sain. Parce que gros changement, ça veut dire adaptation potentielle, évaluation des risques différentes. Ça nous a été refusé. Ça avait déjà été... Alors, stratégie qu'on pourra discuter, mais ça avait été accepté dans un premier temps. Et puis 15 jours, 3 semaines après, la direction s'est désistée et donc a fait un procès sur vice de forme pour annuler cette évaluation. Donc j'aurais été ravi et curieux de connaître les résultats sur l'impact, puisqu'on voit maintenant qu'il y a une explosion des arrêts de travail, des arrêts maladie, que du coup les prises en charge, donc pour revenir à ce que je disais, une chambre d'isolement, c'est 1 heure de mobiliser à peu près pour que le patient ait le temps de prendre sa douche, fumer une cigarette, et un peu de contact, un peu de présence. Sinon c'est entre 8 et 10 mètres carrés, 24-24. Avec des séquentiels quand on peut sécuriser les sorties dans un secteur qui est ouvert, donc avec des fugues potentielles, le contact et donc la stimulation des autres patients, parce que la chambre d'isolement c'est ça, c'est une chambre d'hypostimulation, donc où les gens vont être moins titillés par l'extérieur, où les délires sont moins ancrés dans les bruits, les sons, les interactions. Et du coup, si c'est 3 personnes, 1 fois par heure, le matin, le traitement, le petit déjeuner, à midi, c'est 4 heures dans la matinée qui ne passent que pour ces 2 personnes, pour 3 soignants. Donc voilà, ça laisse une unité de 17 personnes à gérer pour 1 ou 2 personnes, dans le meilleur des cas, si les gens ne sont pas trop mal, quoi. Donc globalement, en fait, cette réorganisation telle que vous l'imaginez il y a 1 an, avec vos collègues, confirme que la prise en charge des gens qui ont des difficultés mentales, psychiatriques, est devenue une mauvaise prise en charge, en fait. C'est une sorte d'abandon même. Forcément, à un moment donné, il y a une notion de maltraitance qui se met en place et que nous, on ressent de manière cruelle parce qu'en plus, on vit cette dégradation. Donc là, le projet, c'est d'embaucher à la place des aides-soignants
des personnels dont on nous dit que ce sera plus facile au moment des diplômes infirmiers, donc à la fin de chaque cycle. Sauf que du coup, ça veut dire que ça va être de nouveaux arrivants. Donc des gens qui, peut-être pour un côté pratique, n'auront pas les mêmes revendications non plus parce qu'ils seront stagiairisés, qu'ils n'auront pas conscience de ce qu'il y avait avant et que donc de ce qui est en train de se dégrader, et que le temps qu'ils réagissent, et que pour eux, ils arrivent, c'est comme ça, et ils ne remettent pas les choses en question forcément. Donc cette dégradation, elle est très sensible, parce que, encore une fois, le travail tel qu'on le voyait avant est la manière la plus optimale d'opérer un passage à l'hôpital qui va aboutir à un rétablissement suffisant pour qu'il n'y ait pas ou peu de rechutes, ou les moins régulières possibles. C'est un accompagnement avec les gens à l'extérieur, avec des visites à domicile, une supervision de transition pour l'organisation à la maison, sur la gestion de la vie quotidienne. Et ça, c'est plus possible. On en arrive à décommander des examens médicaux, des choses quand même, des soins dentaires, parce qu'on n'est pas en nombre. Quoi. Ça nous arrive, nous, on s'est retrouvés à devoir aller chercher des patients et à bosser à deux avec les 5 patients les plus décompensés. Donc on s'est rentré dans les détails, on a des gens qui sont en prison, parce qu'on est un hôpital qui reçoit des patients des Baumettes, ce qu'on appelle des D398. Donc jusqu'à maintenant, secteur fermé, ces gens vont être reçus maintenant en secteur ouvert. Donc avec un isolement strict, mais avec aussi, encore une fois, un niveau de dangerosité, parce qu'on ne va pas se mentir, à un moment donné, il y a des gens qui sont plus dangereux que d'autres, avec plus de potentiel de passage à l'acte, des antécédents. Et tout ça, c'est quelque chose qui nuit à l'organisation, mais qui nuit aussi à la tranquillité d'esprit dans laquelle le travail est fait, quoi. C'est-à-dire que quand moi j'ai des collègues de mon ancien service qui travaillent dans ce secteur pilote, quand on a été agressé 4 fois en 8 mois, d'un moment on n'arrive pas au travail de la même manière, quoi. Et quand la seule réponse qu'on a en gros c'est est-ce que l'arrêt de travail a été envoyé en temps et en heure, quoi. Il y a forcément une implication qui va être différente, et une volonté de s'investir qui va se dégrader. Et ça, malheureusement, je pense que c'est quelque chose qui ne dérangera pas la direction, puisque nous, dans les discussions qu'on a avec eux, il y a quand même un discours qui est très policé, mais qui est très lisse et très creux, quoi. On a des projets de passage de cette contrôleuse qui a souligné, entre autres, que tous les ans, il y avait entre 6 et 7 millions d'euros de notre budget de fonctionnement qui partait ailleurs, alors que dans mon ancien service, en plein confinement, on est resté 6 mois sans eau chaude, quoi. Ce qui, je pense, est quand même de l'ordre du très indigne en termes de qualité d'accueil dans un pays comme le nôtre, quoi. Et où que ce soit d'ailleurs. Et, enfin, là, on part sur des bases qui ne devraient pas être celles-là, quoi. Et des fuites d'eau dans les toits dont on nous a dit que c'était pas réparable tant que les services étaient ouverts, parce que, etc., donc avec des flaques d'eau devant des tableaux électriques, et des gens qui déambulent. Alors que, bizarrement, cette année, les travaux du toit ont été faits dans alors que le service fonctionnait à plein régime. Donc là, c'était moins le problème, a priori. Mais donc, il y a des histoires d'assignation de budget qui font que ce qu'on voit, c'est que de temps en temps, il y a un coup de peinture, que tous les travaux qui sont faits, c'est des travaux qui sont faits à minima, sans concertation avec les équipes paramédicales, et pas les équipes médicales non plus, parce que les médecins découvrent les chambres, ils sont atterrés. Les prochaines chambres, elles font 8 mètres carrés, elles sont encore plus petites. Donc, on fait avec ce qu'il y a, comme on peut, parce qu'on a décidé que, la direction a décidé que ça allait fonctionner comme ça, et peu importe qu'il y ait la place, pas la place, au final, ça sera fait, et après on verra, quoi. Et donc nous, on est là aussi pour alerter sur les risques qu'il y a de manière générale, quoi, les risques qu'il y a pour les patients. Parce que là, le temps auquel j'avais accès dans le cadre de la loi, parce que les patients que moi j'ai pris en charge en chambre d'isolement, c'est 12 jours en secteur ouvert, 12 jours enfermés dans une chambre d'isolement. Quand déjà on va pas bien, il y a un moment c'est utile, il y a un moment c'est délétère. Donc ces patients, c'est des gens qui ont passé 12 jours en chambre d'isolement, qui ont surpété les plombs, pour parler un discours très urbain, quoi, et qui ont fini par être transférés au secteur fermé, qui a une utilité. Donc nous, on propose que son fonctionnement soit revu et qu'il soit requalifié, ce qui ne déplairait pas à l'ARS pour les retours qu'on en a,
en USIP, donc en soins intensifs psychiatriques, ce qui permettrait justement d'avoir une zone d'accueil pour les patients les plus en crise. Et cette crise, des fois, on fait ce qu'on veut, elle dure 3 mois. On a des patients qui sont connus, chroniques, pharmacorésistants, ils ont 3 mois de délire complet où ils demandent une supervision permanente, quoi. Sinon, c'est des mises en danger pour eux-mêmes et éventuellement pour autrui qui peuvent vraiment porter à conséquence et à dramatique, quoi. Et ça, du coup, c'est un potentiel qu'on n'aura plus. Mais ce sera une économie de moyens, puisqu'il y a des primes associées, que la direction d'ailleurs se refuse à généraliser en profitant de son droit à pouvoir ne pas le proposer, alors que l'hôpital reçoit une prime pour l'accueil des patients détenus. Donc qui n'est pas répercuté sur mes collègues, sur moi-même d'ailleurs, en l'occurrence. Donc on est vraiment sur une dégradation qui s'accélère, à mon sens, du service qu'on rend. Et nous, la manière dont on peut vivre notre travail et de la sécurité de la qualité et de la sécurité dans laquelle on peut l'exercer, quoi. Donc ça, c'est quelque chose